What's up guys, j'espère que vous allez bien. Sur cet épisode, on va parler de fiscalité, d'imposition et de taxes. On va en prendre du temps pour en parler un petit peu parce que beaucoup de gens ont des questions par rapport à ça, surtout avec la saison qu'on est, c'est la saison des impôts et des taxes. Donc, on va répondre à plein de questions qu'on a reçues. C'est parti! Aujourd'hui, on est avec monsieur Wassim et moi-même, Samuel Lévesque. Et on vous parle, comme j'ai dit, d'imposition et de taxes. Mais avant de commencer, comme vous savez déjà, nous ne sommes pas conseillers financiers. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier, ni comme un conseil de comptabilité ou de fiscalité. On n'est pas fiscaliste, on n'est pas comptable, on n'est pas conseiller financier. Donc, rien de ce qu'on va dire peut être vu comme un conseil ni financier, ni comptable, ni de fiscalité. On fait juste vous partager des choses qu'on a appris dans un contexte 100% éducatif. Ce ne sont pas des conseils. Donc, bien sûr, tous les investissements, risques, décisions que vous allez prendre comportent des risques et c'est important de bien comprendre ces risques-là. Sinon, vous pouvez avoir des pertes, voire même de grandes pertes. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Alright, c'est parti, monsieur Wassim. On devrait commencer. Sam, quelle est la différence entre un revenu et du gain en capital? Je pense que c'est la première chose à comprendre. Ouais, c'est une question que j'ai aussi beaucoup reçue dernièrement et je pense peut-être même toi sur certains lives dans l'académie. Et il y a une différence entre ce qu'on va considérer comme du revenu d'entreprise. Et quand on dit du revenu d'entreprise en parlant d'investissement ou de trading, je ne parle pas nécessairement que tu as une entreprise, tu peux être ta propre entreprise. Du revenu d'entreprise et du gain en capital. Donc, c'est la première chose à séparer. C'est un bon point que tu amènes. Le gain en capital, c'est ce que les gens sont le plus conscients quand ils tradent, surtout quand ils investissent plutôt. Par exemple, j'ai acheté une action de Apple, j'ai acheté un immeuble, j'ai acheté de la crypto. Et disons, j'ai acheté 100 000 $ de Bitcoin. Mon 100 000 $ de Bitcoin passe à 150 000. Le 50 000 extra, c'est le gain en capital. Le 100 000, c'est mon argent de base, c'est mon capital initial. Quand je vais retirer mon argent, je vais pouvoir retirer le capital initial incluant les frais. Parce que souvent, il y a des frais pour acheter, par exemple, sur une plateforme du Bitcoin. Donc, si jamais ça m'a coûté 100 000 et j'ai eu 500 $ de frais, eh bien, je vais pouvoir retirer ce 100 000 et 500 $. Ou si ça m'a coûté 1 000 $ de frais, ce 101 000 $. Je vais pouvoir le retirer. Et mon gain en capital, ça va être 99 000. Donc, quelque chose qu'il faut faire très attention, c'est les frais. Il faut les inclure, les frais. Les excluez pas. Vous n'avez pas fait d'argent avec ces frais-là. Vous en avez perdu. Donc, je vais pouvoir retirer mon capital initial avec les frais. Donc, dans ce cas-là, par exemple, le 101 000, là, pour rester dans des chiffres ronds, on va dire que le capital initial incluant les frais, c'était 100 000. Donc, je vais pouvoir récupérer mon 100 000. Il n'y a aucun impact fiscal. Ce n'est pas un gain. Je vais juste reprendre mon investissement initial ou ce qu'on appelle dans les finances mon principal. Donc, je reprends mon principal. Le 100 000 extra maintenant, le 50 000 extra plutôt, quand je suis allé de 100 000 à 150 000. Ce 50 000-là, c'est du gain en capital. Comment ça fonctionne présentement au Québec? Là, je sais, il y a des gens qui sont en France, des gens qui sont en Europe qui nous écoutent, des gens qui sont au Québec. Je vous invite à faire vos recherches. Déjà, qu'est-ce que je vous dis? Ça devrait vous guider parce que peu importe quel pays, dans quel pays vous êtes, en général, c'est un peu la même chose. Il y a du gain en capital, il y a du revenu d'entreprise, mais après, les lois et les règles autour de tout ça vont changer. Donc, c'est sûr que malheureusement, si vous êtes en Europe, écoutez ce que je dis pour un peu voir comment ça marche et regardez ensuite de là comment ça marche chez vous. Moi, je parle plus, bien sûr, au Québec. Quand je vais transférer une crypto, donc par exemple, en France, si je transforme une crypto de Bitcoin vers Ethereum, ce n'est pas un événement fiscal. Donc, si j'ai acheté 100 000 $ de Bitcoin, c'est rendu 150 000 $ de Bitcoin et je transforme en Ethereum, rien arrive, il n'y a aucun événement fiscal. Au Québec, ce n'est pas comme ça. Au Québec, si je transforme mon BTC à mon Ethereum, dès que je le change d'actif, ça enclenche un événement fiscal. Et donc, même si je n'ai pas retiré dans mon compte de banque ce 50 000-là, je vais, à la fin de l'année, avoir eu un gain en capital de 50 000 $. Donc, c'est important à faire attention et à comprendre. Même, par exemple,
dès que ça se fait changer dans n'importe quel actif. On en parlait justement avec Gabriel, avec quelques nouvelles règles qu'ils ont mis. Si tu fais du stacking liquide, j'ai mon Ethereum, je le mets à stacker, on me donne un STETH, un Ethereum qui provient de ce stacking liquide. Ça va être, et là bien sûr, il y a vraiment plein de choses qui font pas de sens, mais on va pas rentrer là-dedans. Mais actuellement, ils vont dire, c'est plus le même token. Donc si tu avais acheté 10 000 $ d'Ethereum et Ethereum est rendu à 20 000 $ et tu le mets pour faire du stacking liquide, tu vas recevoir un STETH. Et bien théoriquement, si tu es passé de 10 000 à 20 000 ou 100 000 à 200 000, ce 10 000 à 20 000, ce 10 000-là, ils vont dire que c'est du gain en capital. Même si vous et moi, on sait très bien que non, c'est juste du stacking liquide. Et je n'ai pas eu plus ou moins de valeur. Je suis juste allé stacker. Il faut quand même que je redonne ce STETH pour avoir mon Ethereum. Mais ça, expliquez-le à l'impôt et à l'ARC et tout ça. Présentement, ils ne comprennent pas trop ça. Donc, c'est quand même important à savoir ça parce que même si ça ne fait pas de sens, présentement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Bien sûr, ça change rapidement. Il y a eu des changements en 2024. Il va y avoir des changements en 2025. Ils disent même qu'il y aura d'autres changements en 2026. Donc, rester à jour est un petit peu dur, mais c'est juste pour l'instant réaliser qu'au Québec, pratiquement tout ce que tu fais quand tu transformes une crypto à une autre, ça va être soit du gain en capital, soit du revenu d'entreprise. Surtout un événement fiscal. C'est ça. Peut être un événement fiscal. Peut être un événement fiscal. Mais en général, ça va être un événement fiscal. Mais oui, si on lit, c'est écrit « peut être un événement fiscal ». Tandis qu'en France, ça n'est pas un. Donc voilà. Maintenant, le gain en capital, qu'est-ce qui est intéressant? J'ai fait mon BTC, c'est rendu à 150 000. Je retire mon 150 000. Comme j'ai dit, mon 100 000 n'est pas fiscalement... je vais juste reprendre mon principal. C'est le 50 000 qui est du gain en capital. Comment ça fonctionne? Là, on parlait de 66 %. Là, maintenant, ils sont en train de parler de finalement remettre ça à 50 %. Donc, avant, c'était 50 %. Là, c'est censé être 66 %. Maintenant, ils disent encore 50 %. Donc, pour garder ça simple, peu importe à quel pourcentage ça va, on va dire 50 % et ça restera le même principe. 50 % du gain en capital va se faire rajouter à tes revenus. Donc, si par exemple, j'ai fait 50 000 de gain en capital, il y a seulement 50 % qui va s'ajouter à mes revenus. L'autre 50 %, c'est comme s'il était un peu libre d'impôt. Bon, à la fin de la journée, ça ne change rien parce que tu payes sur la somme totale, mais ce n'est pas grave. Dites-vous qu'il y a juste la moitié qui va en revenus, l'autre moitié, c'est comme si elle était libre d'impôt. Donc, je prends ce 50 000. Sur ce 50 000, j'ai 25 000 $ qui va se rajouter à mon revenu, puis l'autre 25 000 $ que j'ai rien à payer dessus. Donc, si par exemple, tu avais fait 50 000 cette année, je sais pas moi, tu avais un emploi où tu as fait 40 000, tu louais un Airbnb où tu as fait 10 000, donc tu as fait 40 000 de revenus d'emploi, 10 000 de revenus à de location court terme avec ton Airbnb, tu es à 50 000 de revenus, et là, tu viens de faire un gain en capital de 50 000 et on va prendre 25 000, la moitié. On le rajoute à tes revenus, tu es maintenant à 75 000. Et tu vas te faire imposer à ton barème sur le revenu total. Donc, ton revenu total, maintenant, c'est 75 000. Donc, à 75 000, tu vas te faire imposer, je pense, 30 et quelques %. Là, je ne suis pas comptable, je ne connais pas les chiffres par cœur. Et voilà. Bien sûr, si par exemple, tu avais retiré 200 000 et que tout d'un coup, tu serais tombé à 250 000 de revenus, ben là, tu t'aurais fait imposer entre 50, je pense que c'est 50 ou 53 % que tu t'aurais fait enlever. Donc, c'est sûr que ça vient jouer avec le tout parce que c'est ton revenu total. Ça, c'est pour le gain en capital. Le gain en capital, il voit que c'est du gain en capital. Il le considère comme du gain en capital quand tu fais quelques investissements. Tu achètes, tu attends, tu revends. Tu n'es pas super actif, tu es plutôt passif. Théoriquement, tu es considéré comme du gain en capital tant que tu le fais de façon amateur, sur le côté, tu achètes, tu attends, tu revends. Tu es considéré comme un professionnel et donc non plus du gain en capital, mais du revenu d'entreprise quand tu fais beaucoup de transactions par semaine, que tu mets pas mal d'heures par semaine, que tu as des stratégies claires. Encore une fois, pas mal d'heures par semaine. Qu'est-ce que ça veut dire si tu as un emploi en même temps? C'est ça. Je pense que du moment que tu es structuré et que ça se voit que tu sais un peu ce que tu fais pour eux, c'est puis encore là, prouver que tu es structuré. Moi, je dirais le plus grand truc, c'est le nombre de transactions. Tu sais, quelqu'un, par exemple, qui a acheté, qui attend, c'est une histoire. Quelqu'un d'autre qui est en train d'acheter et vendre toutes les semaines ou plusieurs fois par mois de façon continue,
ça va être sûrement vu comme du revenu d'entreprise. Si quelqu'un il fait du... L'effet levier aussi. L'effet levier, il le compte. L'effet levier, c'est directement du revenu. Pas nécessairement Non. si tu mets des swings de temps en temps avec ok. peu de levier. Peu de levier ou un levier modéré. Mais si tu utilises du levier fréquemment, même s'il est contrôlé, comme des traders ou des scalpers, ça va être du revenu d'entreprise. Mais tu vois, moi, je connais quelques investisseurs entre guillemets, ils mettent $200 à chaque mois, mais tous les mois, en DCA. En DCA. Exactement. Mais ce n'est Là, pas des transactions nécessairement complètes. Ok. Si tous les mois, tu mets un peu en DCA... tu fais le même type de transaction. C'est ça, tu fais des achats. Tu n'es pas en train de faire des achats, des ventes, des ci, des ça. ok. Tu fais constamment juste mettre en DCA. Encore une fois, c'est de la loi, c'est de la légalité. C'est comme, OK, mais qu'est-ce qu'on dit? Ben, moi, j'ai un emploi à 40 heures semaine, puis je mets $200 sans regarder le prix, je fais juste accumuler. Comment ça serait très facile de te défendre même et de prouver, ben non, t'es clairement pas un professionnel. Donc, voilà. Maintenant, c'est quoi la différence? Ben, le gain en capital, tu as du gain en capital et tu as de la perte en capital. Donc, par exemple, si tu avais mis 100 000 et tu as perdu 50 000, tu as 50 000 de perte en capital. Tu vas pouvoir, encore une fois, utiliser 50% pour 50%. Donc, 50% du gain en capital va dans tes revenus. 50% de tes pertes en capital, tu peux les utiliser. Donc, si, par exemple, je prends 50% de mes pertes en capital, c'est donc 25 000. Si j'avais fait 50 000 de pertes en capital, il me reste 25 000. Ce 25 000, je vais pouvoir l'utiliser. Et là, il faut vérifier avec votre fiscaliste comptable parce que je ne me souviens plus des chiffres par cœur. C'est pour ça que j'ai un fiscaliste pour qu'il fasse ça pour moi. Mais je pense, si je me souviens bien, c'est les 3 dernières années. Donc, tu vas pouvoir repousser le 25 000 $ aux 3 dernières années. Donc, sur des gains en capitaux qui ont été effectués les 3 dernières années pour avoir un genre de remboursement. Ou tu peux utiliser ce 25 000 $. C'était, si je me souviens bien, indéfiniment pour du gain en capital. C'était soit 20 ans, soit indéfiniment. Indéfiniment dans le futur. Donc, par exemple, l'année d'après, tu as fait 50 000 de gain en capital. Tu pourrais dire, l'année d'avant, j'avais perdu 25 000, 50 moins 25, finalement, j'ai fait 25 000 de gain en capital et tu te fais imposer sur donc ce 25 000-là, la moitié, le 50 %, donc 12 500 qui se rajoutent à tes revenus. Ça, c'est le gain en capital. Les pertes en capital s'appliquent seulement sur les gains en capital. Donc, si jamais tu fais des pertes en capital et tu ne fais plus jamais de gains en capital, it is what it is. C'est ça qui est ça. Le revenu d'entreprise, ça se fait directement rajouter à ton revenu à 100%. Donc, contrairement à, là, par exemple, tu as mis 50 000, tu as fait 50 000 et la moitié allait dans le revenu. Là, ça va à 100%. Si tu as fait 50 000 et que tu es considéré comme du revenu, que ce soit en trading ou en investissement, et les deux peuvent être séparés en passant. Si quelqu'un il a un portfolio de crypto qui gère de façon plus relaxe, ça peut être du gain en capital. Puis la même personne peut avoir un compte de trading, trader de façon plus active, et ça peut être du revenu. Donc, tu peux avoir quelque chose qui est du gain, puis l'autre, c'est du revenu sur la même personne. Ce qui est important, c'est en général de garder 2 comptes distincts et pas les mélanger pour pouvoir prouver facilement que ça, c'était du gain en capital, puis ça, c'était du revenu d'entreprise. Le revenu, c'est 100% du revenu. Donc, si c'est vu comme du revenu d'entreprise en tant qu'investisseur ou trader, ce 50 000 au complet se fait rajouter dans tes impôts. Donc, si tu avais fait 50 000, 40 000 avec ton métier, 10 000 avec ton Airbnb, là, on ne rajoute pas 25, on rajoute 50. Fait là, tu tombes à 100 000. Donc là, naturellement, ta braquette d'imposition va être beaucoup plus haut. Tu vas te faire imposer un pourcentage par rapport à ton revenu total qui est rendu 100 000. L'avantage, l'autre côté de la médaille plutôt, c'est que c'est aussi 100% déductible d'impôt les pertes. Donc, si tu avais mis 100 000 et que tu tombes à 50 000, c'est le 50 000 de pertes qui va être déductible de ton revenu. Donc, quand c'est du revenu, c'est déductible de ton revenu. Quand c'est du gain, la perte en capital, c'est seulement pour du gain en capital. Mais la perte, quand c'est du revenu, c'est pour tout ton revenu. Donc, si présentement, tu n'as rien fait, tu es ingénieur, tu fais 80 000, tu as perdu 50 000. Tu as mis 50 000, tu as perdu 50 000 et que c'était considéré comme du revenu d'entreprise, automatiquement, ce 50 000 va être déduit de ton revenu total. Donc, finalement, ton revenu total sera plus 80 000. 80 000 moins 50 000, ça va être 30 000. Et tu vas être imposé sur 30 000 parce que 100% est taxé, mais aussi 100% est déductible. Et habituellement, ces revenus-là,
Tu peux aussi les pertes de revenus d'entreprise, tu peux les mettre sur les 3 dernières années, si je me sens bien, ou jusqu'à 20 ans en avant. Mais normalement, ce n'est pas un problème à utiliser parce que tu as des revenus, donc tu peux descendre tes revenus comme ça. Tu peux même l'éparpiller sur plusieurs années. Par exemple, toi, tu fais 80 000 par année, puis tu as réalisé à 80 000, il me reste 65 000. Ah, mais merde, si je faisais, je sais pas moi, 76 000, tu sais, parce que c'est toujours des braquettes, 76 000, il me resterait quasiment la même somme d'argent ou peu importe, je paierais moins d'impôts. Mais tu peux éparpiller sur les prochaines années cette perte-là pour diminuer ton impôt par année. Et au lieu de le diminuer d'un coup, tu le diminues par année pour en général tomber dans une braquette d'imposition plus basse et payer moins d'impôts. Ou au contraire, s'il y a une année que tu sais que tu vas faire beaucoup d'argent pour X raisons, tu gardes tout ça là, comme ça, cette année où tu fais 200 000, tu utilises toutes tes pertes que tu as mis là, boum, tu les utilises, puis tu diminues ton imposition. Bien sûr, ça, je ne suis pas fiscaliste. Il faut vraiment vérifier avec votre fiscaliste. Je vous dis de mes connaissances et tout ça par rapport à ce que j'ai appris, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que mon fiscaliste au cours des dernières années, toutes les dernières années m'a partagé. Mais il y a beaucoup de changements, il y a des choses qui changent. Donc, bien sûr, c'est important d'aller voir un fiscaliste. Techniquement, si tu fais du trading, mais là, pas du swing, du day trading, du scalping, ça, c'est directement revenu d'entreprise. C'est à chaque année, ça change. Tu ouvres des positions, tu fermes des positions plusieurs fois par semaine. Normalement, tu as un plan d'action. Tu utilises du levier. C'est pas mal sûr que ça, tu vas pas pouvoir t'en sortir. Et ça, tu gardes ça, tu fais vraiment comme une entreprise. C'est du profit moins dépenses égale revenu. Exactement. Quand tu as du revenu d'entreprise, ce qui est intéressant aussi, c'est que bien sûr, c'est du revenu d'entreprise. Donc, tu pourrais dire, 30% de ma maison, c'est pour trader. Donc, tu pourrais déduire 30% de tes paiements de ta maison. Tu pourrais déduire ton ordinateur. Tu pourrais déduire toutes sortes de matériel. Bien sûr, tant que ça fait du sens. Si tu dis... j'ai déduit 1 000 $ pour un souper, tu n'as pas vraiment de clients de ton côté. Mais tu pourrais déduire un voyage. Parce que si tu es allé à un voyage pour aller à une conférence sur le trading, 100%. L'investissement à Dubaï, théoriquement, ça devrait pouvoir passer. Ou peut-être même tout ce qui touche le bien-être, la santé, puisque toi-même, tu es là ça, c'est touché, il faut regarder avec ton comptable, okay. Mais il y a des choses qui pourraient passer. Okay. Tu deviens une entreprise. Et ce qui est bien avec les entreprises, c'est que les gens... Les employés se font enlever l'argent et reçoivent qu'est-ce qui reste. Les entreprises reçoivent l'argent, déduisent leurs dépenses et payent qu'est-ce qui reste. C'est quoi la différence? Si toi, par exemple, Wassim, si moi, je suis un employé, toi, tu es une entreprise. Tous les deux, on a fait 100 000. Moi, je suis un employé, j'ai fait 100 000, DAS, déduction à la source, les ci, les ça, blablabla. Il me reste 68 000. That's it. Toi, Wassim, tu es une entreprise, tu as fait 100 000. Tu rajoutes tes dépenses, ton loyer, le téléphone, l'électricité, tout ça, ça passe, l'ordinateur, des dépenses que tu aurais de tous les jours de toute façon. Les mêmes dépenses que la personne qui lui reste 68 000 doit payer. Mais toi, tu passes tout ça, puis finalement, tu as eu 40 000, on va dire, ou 30 000 $ de dépenses reliées à tes activités. Bien, finalement, maintenant, tu ne te fais pas imposer sur 100 000. 100 000 moins 30 000, tu te fais imposer sur 70 000. Fait que toi, tu reçois 100 000, tu rentres les dépenses et finalement, tu te fais imposer sur 70 000. L'employé, il reçoit 100 000, il se fait déduire, puis il doit quand même payer les trucs. Et il a payé plus d'impôts. Et c'est pour ça que les entreprises, ils font des déductions fiscales. Il y a ce qu'on appelle des déductions fiscales, puis il y a des crédits d'impôt. Là, c'est deux choses séparées. Je ne vais pas rentrer dans les crédits d'impôt, c'est une histoire. Mais en gros, les déductions, c'est directement sur ton revenu. Tandis que le crédit d'impôt, c'est directement sur l'impôt que tu devrais payer. Donc, il y a des choses comme avec des investisseurs accrédités et tout ça, que tu peux avoir des crédits d'impôt. Puis là, ça attaque directement l'impôt. So, si tu as 15 000 d'impôt à payer, tu as 5 000 de crédit d'impôt, tu as juste 10 000 à payer. So, il y en a un, c'est sur le revenu, l'autre, c'est sur l'impôt directement. Mais là, pour l'instant, on va rester dans le revenu. Et exactement. Donc, tu vas pouvoir déduire toutes ces choses-là. Puis, quelque chose qui est important, c'est tu déclares tes pertes. Hein. Donc, si par exemple, tu as tradé, comme tu dis, le gars qui scalpe, il a tradé avec un compte de 10 000 $. Sur 10 000 $, il a fait 15 000. Il faut réaliser que quand tu trades, chaque transaction, ça compte. Quand j'ouvre un trade avec mon compte à 1 000 $, je viens de faire 50 $, je ferme le trade, je suis à 1 050. Ce 50 $, c'est un revenu.
Donc, si tu es en début d'année, tu peux les accumuler, mais si tu es en fin d'année, calcule-le. Si tu sais que tu vas être à du 50, 60 000 puis que tu vas avoir 30% à payer d'impôts, prends 30% de côté parce que chaque fois que tu fermes un trade, c'est automatiquement considéré comme un revenu ou comme une perte. Donc ça, c'est le bon côté. Si mon compte, je l'ai passé de 1000 à 1200 et maintenant je perds, je passe de 1200 à 1180, ce 20$, c'est une perte. Donc normalement, à la fin de l'année, qu'est-ce qui va se passer? Tu as passé ton compte de 1000 à 1200, tu vas prendre tous les gains, toutes les pertes et au final, tu as fait $200 de gains. Et ce $200 de gain va se rajouter à ton revenu. Tu vas payer le pourcentage sur ce $200. Si tu es dans des plus bas barèmes, 20-30%. Si tu es dans les plus hauts, 40-45-50%. Dépendant de ton revenu total. Et ça, c'est important à comprendre. À l'inverse, si par exemple, tu avais mis $1000 et tu es rendu à 500, ben, tu es à moins 500 et donc ça va être moins 500 qui va aller se rajouter dans ton revenu. Donc, quand même, quand tu as une année en perte, c'est important de l'utiliser. Parce que disons que tu as perdu $500 puis toi, tu étais à du 50% d'imposition parce que tu as des hauts salaires, ben, tu rattrapes quand même $250 parce que c'est 50%. Ça réduit de $500, mais c'est à 50% de ce 500. Fait que c'est comme si tu avais récupéré $250 sur le 500 que tu as perdu. Fait que dans le fond, tu es capable de retourner chercher sur une perte permanente déjà existante et tu diminues tes pertes qui sont existantes. Faut bien faire ces choses-là. Sinon, c'est de l'argent qu'on laisse de tous les côtés. Exact. Mais je pense aussi, niveau trading, tu peux... Je sais pas pour nous ici au Québec, mais je sais aux États-Unis, ils aiment bien aussi trader les futures parce que les futures, je pense, c'est du gain en capital et non des revenus à ce moment-là ou quelque chose du genre. Aux États, je sais pas du tout pour le futures, puis j'ai aucune idée aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est très différent qu'au Canada. Il y a encore plus de trucs cool à faire, surtout dépendant de dans quel état. Mais je sais pas trop. Moi, je trade pas en futures, mais pas mal sûr qu'au Canada, des futures, ça va... Tu trades avec du levier, tu ouvres, tu fermes des positions. Ouais, ça va être la même chose. Ça va être vu comme du revenu d'entreprise. Là. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut calculer et il faut comprendre. Notez toutes vos transactions. Ouais. Laissez aucune erreur. Après, il y a plein d'API que tu peux connecter sûr. Pour avoir toute l'information et le donner à ton comptable. Quand on dit un API, cependant, un API, il faut le mettre en lecture seulement. Parce qu'un API, si tu actives tout, il va pouvoir trader puis prendre l'argent de tes comptes. Tu veux pas ça. Tu veux juste qu'il soit en lecture seulement pour pouvoir prendre toutes les données, te les filtrer automatiquement. Il y a plein de choses qui existent pour faire ça. Aussi, tu peux trouver des statements. Ouais, puis tu le donnes à ton... Tu les reçois aussi des fois par courriel. Comme on avait dit tout à l'heure, sur le trading, des fois à chaque jour. Si tu n'as pas tradé à chaque semaine, à chaque mois. Donc, tu peux utiliser tout ça. Voilà, c'est des choses importantes à comprendre. Voir est-ce que je fais du gain en capital, est-ce que je fais du revenu d'entreprise, est-ce qu'une partie c'est du gain en capital, le reste c'est du revenu d'entreprise. Si c'est du revenu d'entreprise, qu'est-ce que je peux déduire d'impôts? Si c'est du gain en capital, il faut garder les pertes en capital aussi parce que je peux les utiliser indéfiniment pour réduire des prochains gains en capital. Si j'ai fait des pertes, c'est pas juste ça, j'ai eu une année en perte. Si tu as fait des gains, bien sûr, tu fais tes gains moins tes pertes. Et ça te donne tes gains nets et tu payes l'impôt là-dessus. Mais si littéralement tu as fini une année en perte, faut quand même l'utiliser. On va pouvoir aller chercher 30 à 50% de cette perte. On vient littéralement réduire 30 à 50% de notre perte en l'utilisant de la bonne façon dans les impôts. Là, on pourrait continuer, mais bon, ça fait déjà 25 minutes qu'on est ensemble. Puis honnêtement, je pense que ça a été un bel épisode pour couvrir la base. Vrai. C'est vrai. Prenez des notes, honnêtement, gars, si vous n'avez jamais fait vos impôts par rapport au trading et que c'est la première année que vous êtes lancé, trading investissement, prenez des notes, regardez toutes vos affaires, préparez-vous à l'avance pour l'année prochaine ou si c'est pour cette année, faites vite. Mais ouais. Voilà. Alors, on espère que vous avez apprécié cet épisode, que ça va répondre à vos questions, vous éclairer. Et on se voit sur le prochain épisode. Et yes!